Je vois beaucoup de visages familiers, ça me touche énormément. Merci de vous être déplacés, de vous être inscrits, puis surtout merci à l'invitation, Diana. C'était une belle surprise dans mes courriels il y a quelques temps de recevoir ça, sachant que j'ai moi-même souvent participé à ces événements avant de me lancer à mon tour. Alors voilà, salut, moi c'est Marie, je vais vous raconter mon histoire, mon parcours, mon petit bout de vie. De quelle façon j'ai finalement un jour réalisé que j'avais vraiment tout sous les yeux pour finalement trouver ma place dans ma petite vie à moi. La liminalité, je l'ai découverte moi aussi grâce à Creative Mornings. Je ne savais pas du tout ce que c'était et finalement j'ai moi aussi compris que finalement ça me correspondait plutôt bien. Et je trouve qu'en plus de ça, c'est un mot qui est très joli, donc je suis ravie de cette découverte. Je vais passer sur la présentation parce que tu l'as très bien fait, mais en gros, c'est ça, c'est de passer d'un état à un nouvel état dans lequel pour moi, dans ma tête, c'est vraiment de se dire, ça y est, je suis sur la bonne voie, je me découvre, je me rencontre, je me connais, je m'appréhende, je m'apprivoise aussi en quelque sorte, et je passe par des actions pour aller justement à cette rencontre. Alors, ma place, mon rôle, ça a toujours été un défi dans ma vie, ça a toujours été un grand questionnement. Il y a pourtant une place et un rôle que j'ai toujours assumé et aimé, et que pour moi, c'était naturel en fait de le tenir. C'est la place au sein de ma famille. Je me suis toujours visualisée comme ça, comme le petit point au milieu du 5 sur un dé. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où me sort cette image-là, mais c'est la place que je tiens au sein de ma famille avec mes deux frères, mes deux parents, et j'ai tout le temps eu la sensation que c'était un peu mon rôle, ma responsabilité de m'assurer que tout le monde avait une relation les uns entre les autres, et puis si je devais être le lien qui connecte tout le monde, j'allais le faire, et puis encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, c'est toujours le rôle que j'aime le plus tenir et qui me correspond plutôt bien. Au sein de ma famille, j'ai évolué avec beaucoup de profils d'entrepreneurs. Du côté de ma maman, notamment, en fait, ils étaient tous entrepreneurs, absolument tous. Mes grands-parents, mes oncles, ma maman. Et j'ai littéralement grandi derrière ces vitrines-là, en fait, qui étaient connexes à notre maison, qui est la boutique de ma maman. C'était la prolongation de la maison, la prolongation de l'école. J'allais faire mes devoirs dans l'arrière-boutique, et puis c'était la prolongation de la cour de récréation, parce que j'allais même y jouer. J'ai fait mes premières prouesses de gymnaste dans le magasin de porcelaine de ma maman. Oui, il y a eu la casse. J'en ai entendu parler toute ma vie et ça me fait encore beaucoup rire. J'ai grandi dans cet environnement-là jusqu'à toujours. En fait, le magasin ayant, ma mère ayant pris sa retraite il y a seulement 3 années de ça. Et j'ai grandi dans cet environnement avec ces modèles, mais sans jamais m'attribuer la possibilité à mon tour de faire partie de cette vague d'entrepreneurs, de cette famille d'entrepreneurs. En fait, je pense que plus jeune, je considérais même pas que c'était un métier entrepreneur, que c'était tellement la normalité pour moi. Mes grands-parents ont leur entreprise, ma mère a repris le truc, mes oncles ont pris la partie, etc. Fait, c'est ça qu'ils faisaient, et puis c'était tout. En fait, je les ai jamais vus se lancer, faire des démarches, des démarchages, etc. Je les ai juste connus dans leur environnement de travail, et je me suis vraiment, je pense, nourrie, teintée de tout ça sans pour autant me l'approprier, parce que je trouvais qu'ils faisaient quelque chose d'énorme et j'avais pas l'impression que ça me rejoignait. Pourtant, le nombre de fois où j'ai entendu « Oh, mais Marie, elle va reprendre la boutique de maman », parce que maman avait repris la boutique de grand-mère, etc., etc. Et moi, c'était catégorique. Non, jamais. Je ne sais pas pourquoi. Ma mère faisait un super boulot, elle avait l'air vraiment d'aimer ça. Mais je savais qu'elle n'avait pas choisi sa vocation scolaire, elle n'avait pas choisi sa vocation de métier. Et peut-être que dans ma tête, je me suis dit, moi j'ai envie de choisir, mais en même temps, je ne sais pas pourquoi je dirais non, mais je ne sais pas non plus pourquoi je dirais oui, donc je vais juste dire non, puis on verra plus tard. J'ai fait mes études très teintées de l'accompagnement de ma famille, etc. J'étais quelqu'un d'assez jovial, qui parlait bien, voilà. Et puis, toujours le background familial, la boutique, le commerce, etc. Marie, elle a l'air d'être plutôt à l'aise là-dedans. Tu devrais faire ce genre d'études. Bon,
comme je me connaissais pas vraiment, que je savais pas trop quoi faire, je savais que je n'étais pas la meilleure élève, je m'ennuyais vraiment très vite à l'école. J'avais des très bonnes notes le premier trimestre, et puis dès que je m'ennuyais, c'était la cata. J'arrivais toujours à passer mes diplômes et tout, mais sans très grande conviction. Et puis surtout, je savais toujours pas trouver ma voie. J'arrivais à dire ce que je n'aimais pas, mais je n'arrivais pas à me définir dans quelque chose. Je ne savais pas si j'avais des passions, si j'aimais tel ou tel loisir, si j'aimais tel type d'études, etc. J'arrivais toujours à faire ma place dans là où j'étais, pardon, mais sans pour autant être convaincue que c'était là que je devais être. Donc j'ai vagabondé dans mes études, j'ai tenu bon dans des contrats d'alternance. En France, c'est des contrats en fait où on est aux études pendant quelques années, mais on a un contrat avec un employeur dans le même domaine pour se professionnaliser, etc. Donc moi, j'étais très vite autonome. Je faisais mon diplôme, je faisais mes cours, j'allais à l'école, etc. Mais en parallèle, j'avais une vraie job, un vrai boss, un vrai bulletin de salaire, une vraie autonomie que j'ai adoré. Je me suis dit, ben, c'est bon, c'est mon rôle, j'ai un revenu, je dois payer mes affaires, je dois être responsable, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis c'était pourtant un climat très toxique de travail dans lequel j'étais malheureuse comme tout. Mais je m'étais engagée. C'était là où je devais être pendant 3 ans. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Malheureusement, climat toxique, beaucoup de stress que je n'assimilais même pas de cette manière-là. J'ai développé des symptômes, beaucoup de douleurs, etc. Et assez rapidement dans ma jeune vie d'adulte, j'avais 19 ans à peu près, à 20 ans, on m'a diagnostiqué une maladie de Crohn. Diagnostic que j'ai reçu toute seule dans un bureau avec un médecin parce que comme j'étais autonome, j'étais à mes affaires, j'étais organisée, etc. J'étais une adulte, entre guillemets. C'était à moi de faire les démarches toute seule pour trouver ce qui se passait, etc. Et donc, on m'a expliqué ce que c'était cette maladie-là. Bon, ok, c'est une maladie, ça se guérit, des petits médicaments, des petites affaires, c'est bon, je peux gérer. Et puis, bon, on m'a expliqué que c'était peut-être un petit peu plus grave que ça allait peut-être impacter beaucoup mon quotidien, etc. Donc, on m'a invité à me connecter sur cette drôle de chose qui est Internet en 2007, que je connaissais vraiment très peu, à aller sur des forums pour voir qu'est-ce que c'est que cette maladie, comment les gens la vivent, trouver quelqu'un avec qui avoir une interaction, etc. Il y a un petit son, hein? Non? Ok. Donc, c'est ce que j'ai fait, sur conseil de mon médecin. Je suis allée regarder un petit peu ce que c'est. Et là, j'ai vu tout un monde de gens qui disaient qu'ils avaient plus de vie sociale, plus de vie professionnelle, qu'ils étaient plus fonctionnels dans la vie qu'ils avaient envie d'avoir, qu'ils s'étaient coupés de tout ce qu'ils aimaient, de tout ce qui pouvait leur faire plaisir. Et c'était tellement sombre, tellement loin de moi, tellement loin de ce que je pouvais projeter dans mes envies, dans mon futur. J'avais quand même que 20 ans. Je me suis dit, bon, on va oublier tout ça, on va complètement mettre ça de côté, je vais me le coller dans le dos, là, comme ça, je le vois pas, je le vois jamais, je sais que c'est ici, mais je vais l'oublier. Et donc, j'ai fait mon petit bout de chemin avec ça. J'ai accepté cette nouvelle étiquette sans pour autant me la coller devant moi et en faire quelque chose d'évident et que j'allais considérer dans mon parcours et dans ma vie. Mais j'ai un peu fait le déni là-dessus. J'ai quand même été adulte et responsable, encore une fois. J'ai suivi les recommandations, les traitements, les tests, les examens, tous plus agréables les uns que les autres. Et j'ai fait mon petit bout de chemin, encore une fois, avec ça. Quelques années plus tard, je suis partie au Canada et cette photo pleine de liberté représente à peu près l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'ai eu cette possibilité de partir et en fait, je l'ai vue comme une nouvelle opportunité de me dire
ok, j'ai passé mes années d'études, j'étais pas bien, c'était très toxique. Finalement, après ça, on me diagnostique des problèmes de santé qui vont suivre toute ma vie. J'ai fait mon bout de chemin là-dedans. En fait, je me laissais vraiment guidée par la vie sans jamais vraiment prendre les commandes un petit peu, de décider de ce que j'allais faire dans mes études, dans le travail, dans la manière dont j'allais vivre ma santé, etc. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir au Canada, donc en 2010. Et ça me semblait plutôt intéressant comme option. C'était rapide à l'époque de pouvoir revenir s'installer ici. Et donc, je suis arrivée à Gatineau, à côté d'Ottawa, pendant 3 ans. Vous remarquerez peut-être que j'ai pas vraiment noté, mais c'est des cycles de 3 ans. Très souvent, ça se répète. 3 ans, il y a quelque chose qui se passe. Je suis partie 3 ans pour mes études. Au bout de 3 ans, on m'a diagnostiqué une maladie de Crohn. Après 3 ans genre, je ne sais plus quoi faire de ma vie, je ne sais plus comment la gérer. Je peux partir au Canada, je pars. Et puis, en fait, j'étais dans un contexte où j'ai encore répété la même manière de faire, c'est-à-dire, je suis là, il faut que je me trouve une job, je peux faire ça, il faut que je soutienne quand même la personne avec qui je suis, donc je peux pas non plus partir dans des délires, etc. Et puis surtout, la maladie étant très en déni pour moi, et surtout avec un contexte en fait de relation où je ne pouvais pas l'assumer non plus parce que pour X raisons c'était un sujet qu'il fallait taire, c'était pas vraiment une maladie, j'étais pas mourante, etc. Donc très tôt en fait dans cette relation-là j'ai compris que là non plus je pouvais pas en parler en fait de cette maladie-là, puis c'est surtout pas non plus quelque chose de trop connu entre guillemets où c'est très invisible, donc on comprend pas toujours ce que ça peut engendrer dans une vie. Et puis surtout, c'est pas très glamour, donc on n'en parle pas. Alors, j'ai fait mon petit bout de chemin. Encore une fois, j'ai attendu, j'ai supporté, j'ai fait mes petites affaires. On était contents de moi, tant mieux, c'est bien, etc. Et puis, au bout de 3 ans, nouvelle possibilité de sortie. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quand même bizarre, en fait, cette répétition de 3 ans, comme ça, à chaque fois, il se passe quelque chose, à chaque fois, j'ai comme une espèce de porte de sortie pour fuir quelque chose qui n'est pas invivable, mais qui n'est pas non plus très confortable. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'il y avait des espèces d'appels comme ça. Donc je me suis dit, je vais prendre cette porte de sortie, je vais encore une fois casser mon rythme, casser mon quotidien, voir ce qu'il y a derrière cette porte, etc. Je suis partie de Gatineau. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté les gens que j'avais rencontrés là-bas, j'ai mis fin à cette relation. Et puis, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes qui, eux, étaient complètement détachés de toute ma vie d'avant. Je les avais jamais rencontrés en France, je les avais jamais rencontrés dans mes 2 premières années au Canada. Et puis, c'est des personnes qui étaient vraiment détachées, en fait, de qui j'étais, de ce que je pouvais faire, etc. Puis qui voyaient juste les belles choses de la vie. Et ça a comme fait partir une petite étincelle de créativité parce que avec eux, je pouvais parler de plein de trucs et puis ça rebondissait. Il y avait comme un échange, c'était le fun, on se motivait, on s'encourageait, on se félicitait, etc. Et je me suis dit, c'est drôle, c'est chouette en fait de pitcher des idées, des blagues, des trucs comme ça et que ça soit considéré en fait, que ça soit entendu et que ça soit surtout apprécié. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir que moi aussi, j'ai un petit côté créatif qui finalement n'est pas à étouffer et que ça peut trouver réponse dans certaines têtes, dans certaines personnes que je rencontre. Alors, je suis partie, donc au bout de 3 ans, je suis partie à Montréal et alors là, le fun commence. Je suis partie à Montréal avec... c'est ça, une seule envie, faire ma connaissance. C'était vraiment ça que j'avais en tête. Je me suis dit, ok, fini le niaisage. J'ai 25 ans à l'époque. Il faut que je prenne ma vie en main. Il faut que je sache ce que je veux faire. Il faut que je me découvre. Il faut que je retrouve la petite Marie qui faisait des spectacles devant ses frères, qui était... mais j'étais... une enfant vraiment très théâtrale. J'ai fait une scène de l'avare de Molière devant ma classe d'enfants de 9 ans. Enfin, c'est quand même quelque chose que je me dis, mais où est cette personne aujourd'hui? Et je me suis dit, il est vraiment temps que j'arrive à renouer avec ça. Donc là, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je suis partie dans une ville que j'avais décidée. J'ai décidé de
de me concentrer sur moi-même, de ne plus être en relation dans des trucs qui ne me convenaient pas, j'ai décidé de reprendre une année d'études que j'avais moi choisie. J'avais choisi mes cours, j'ai choisi là où je voulais le faire. J'ai choisi mon appartement. Je n'avais jamais choisi mon appartement avant. C'était mes parents qui avaient choisi mon premier appartement, mes anciens colocs qui avaient choisi le deuxième appartement, etc., etc. Et donc, j'ai choisi, pendant un an, j'ai fait des choix. Comme ça, j'étais dans un moment où j'ai pu faire des choix moi-même. Et je me dis, c'est quand même vachement bien de dessiner sa propre vie, finalement, à 25, 26 ans. C'est plutôt intéressant. Et en 2015, en fait, de 2013 à 2015, j'ai testé plein de trucs, j'ai mis sur pied plein de petits projets comme ça qui me faisaient plaisir parce que je rencontrais des gens qui étaient motivés, qui avaient envie et qui me stimulaient tellement que du coup, tout était possible. Alors, on a lancé des événements de vide dressing avec mon amie Cathy. En gros, on organisait dans des endroits des ventes comme des friperies, mais chacun avec son petit kiosque, etc. C'est des choses que je rêvais de faire en France. Et puis, ici, Montréal, je pense que vous le savez, c'est une ville où on se sent pousser des ailes et on a l'impression que tout est possible. Et c'est vrai. Et j'ai commencé plein de choses comme ça qui travaillaient beaucoup ma créativité et qui me donnaient confiance en ce que j'étais capable. Et j'ai écrit en 2015, j'écrivais « N'ayons pas peur du noir, nos yeux finissent toujours par s'habituer à l'obscurité ». C'est une phrase qui m'est venue un jour, je me disais « mais j'ai toujours l'impression de ne pas savoir où je vais, de toujours être dans quelque chose de très, très inconnu, très sombre, très incontrôlable entre guillemets ». Mais finalement, j'arrive toujours à trouver petite lueur de lumière quelque part au fond, puis à réussir à me diriger vers ça et à me sortir de situations un petit peu plus sombres et un petit peu plus difficiles ou toxiques. Donc, en fin 2015, j'étais sur un élan de motivation je peux faire ce que je veux, je suis sur une bonne voie, je suis entourée de personnes qui me motivent, qui me stimulent, qui croient en moi, qui voient des choses en moi que je n'arrivais pas à voir. 2016, attention, gare à toi, j'arrive. 2016 étant 3 ans après mon arrivée à Montréal. Non, mais c'est quand même bizarre. 2016, en fait, 2016, ça a été l'année la plus difficile de ma vie. Ça a été l'année, je crois, où j'étais la plus équipée, la plus forte, la plus motivée. Et c'est cette année-là où la vie s'est dit « Ok, tes épaules sont un petit peu plus solides que d'habitude. Fait que là, il va peut-être être temps d'assumer quelque chose qu'il est temps. T'es prête pour l'assumer, vas-y, go. Donc, on va te mettre un gros défi. Tu vas en chier, mais ça vaudra la peine. » En 2016, j'ai rencontré mon médecin qui me suit encore aujourd'hui et qui m'a dit « J'ai 2 nouvelles à t'annoncer. Tu es très fonctionnelle avec ta maladie de Crohn. Ça fait déjà près de 10 ans. » En fait, ça fait plus de 10 ans parce qu'avant le diagnostic, voilà. Mais tu t'es adapté, tu as adapté ta vie autour de ton état, autour de ta maladie. Tu as fait en fonction de ça, tu contournes, etc. Et c'était vrai, et je me suis rendu compte de plein de choses, même des gestes physiques que j'avais pour m'adapter dans les transports en commun. En fait, je me mettais toujours comme ça, protéger mon ventre, parce que si jamais dans les transports on me cognait, j'avais mal. Dans ma tête, c'était normal d'avoir mal. J'ai une maladie, elle ne se guérit pas, j'ai quand même un traitement. C'est peut-être un peu normal d'avoir de la douleur. Non. Alors en 2016, en fait, c'était trop tard. J'avais été trop loin dans mon déni, j'avais été trop loin dans ma façon de m'habituer aux douleurs que je pouvais recevoir, etc. Et ça a été la chute, littéralement. Je suis passée par des épisodes vraiment très sombres, très douloureux, etc. J'ai dû subir une opération. Et puis, s'en est suivi plusieurs mois de convalescence, durant laquelle, en fait, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai pas pu aller travailler, j'ai perdu mon rythme professionnel, j'ai perdu mon rythme social, j'ai perdu 15 kilos, 30 livres. Je me reconnaissais plus, je n'osais même plus envoyer des photos à mes parents tellement j'étais maigre. Je me disais, mais je peux pas envoyer des photos comme ça, même si j'ai un gros sourire, je fais un peu peur à voir. Donc j'ai perdu tout ce que j'avais réussi à mettre en place les années d'avant. Et
Et là, je me suis quand même rendu compte qu'en fait, dans les yeux de mes proches, cette façon d'appréhender la maladie qui, pour moi, était vraiment signe de faiblesse, pas d'incompétence, mais de peut-être, voilà, je vais être moins efficace que d'autres, je vais pouvoir me mettre des défis moins hauts, je vais pouvoir faire moins de choses, je vais être moins intéressante parce que, d'un point de vue social, etc., je vais peut-être pouvoir faire moins de choses, etc. Et finalement, en fait, pendant cette année-là, à la fin de ma convalescence, c'est vraiment dans le regard de mes proches que j'ai vu que eux ne voyaient pas du tout ça de la même manière. Eux, ils voyaient beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Et c'est à partir du moment où j'ai compris que je pouvais choisir comment l'adopter, en fait, cette maladie-là. Je pouvais choisir qu'est-ce que j'allais faire de ça. Que ça a comme switché quelque chose dans ma tête. Et je me suis dit, OK, maintenant, je peux vraiment redessiner un petit peu ma vie. Alors là, les 2 photos ici, je me tasse un petit peu, c'est des photos qui ont été prises à la fin quasi de ma convalescence. Je n'avais pas récupéré tout mon poids, mais le sourire était plus que jamais présent sur ma face. Et c'est des photos qui me font vachement bien parce que j'étais vraiment pas au meilleur de ma forme. Pour vous dire, mon médecin avait même demandé à mon chum si on pouvait manger un peu plus de pizza à la maison pour que je me renforce. Mais voilà, il y avait beaucoup de vie, il y avait beaucoup d'énergie dans mes yeux. J'avais quand même une certaine joie de vivre et beaucoup de motivation. Et puis pendant mes mois de convalescence, en fait, j'avais beaucoup de temps. Alors j'ai exploré ma créativité sur plein de trucs. J'ai écrit, j'ai commencé à faire un peu de photos, etc., etc. Et puis c'est là où j'ai réalisé qu'il fallait que je change en fait ma vision de la maladie, puis qu'il fallait que je l'utilise non pas comme un boulet que j'allais traîner toute ma vie, mais vraiment comme quelque chose que je pouvais être presque fière, entre guillemets, d'avoir, parce que moi, ça me permettait de me dire, OK, j'ai ça, et en plus, je suis quand même capable de faire tout ça. Alors, c'était parti pour le côté créatif assumé, de me dire, c'est correct si j'ai pas fait des études dans ce domaine-là, je peux quand même apprendre par moi-même. C'est correct si on m'a jamais encouragée à l'écriture, etc. Moi, je me souvenais très bien qu'à l'école, j'adorais ça et qu'on m'encourageait à l'école, alors je vais le faire par moi-même, etc., etc. J'ai travaillé mon sens de l'observation, mon sens du beau, mon goût, ma façon de défendre aussi des idées que j'avais, ma façon de choisir les choses de ma manière et puis de faire confiance à mon sens de l'esthétisme, etc. Et puis, je me cherchais quand même ce talent, cette compétence qui allait faire que j'allais trouver vraiment ma voie, parce que c'était ça qui me nourrissait. En fait, j'ai rencontré beaucoup de gens à Montréal qui étaient dans ce milieu créatif, qui faisaient quelque chose de leurs 10 doigts, et je me disais, c'est vraiment un modèle qui m'intéresse. Puis, je cherchais, et je trouvais pas nécessairement, en fait, j'arrivais pas à me voir faire quelque chose 1000 fois pendant 5 ans, etc. Puis je vois certains ici, vous savez de quoi je parle. Et je sentais que c'était pas nécessairement un appel pour moi, mais pour autant, je cherchais quoi faire. J'ai eu la possibilité de changer de job au bout de 3 ans. Encore. Un emploi qui était assez tristoun pour moi, et j'ai changé cette voie-là en fait parce que j'avais encore une fois une porte qui s'est ouverte. J'ai touché à un métier un petit peu plus créatif, mais finalement je me suis retrouvée dans une situation assez toxique. Et j'ai commencé à découvrir ce que c'était de l'angoisse et l'anxiété. La grosse pression là, dans la poitrine qui te fait mal, que tu as l'impression que tu ne peux pas respirer, c'était ça. Et donc, j'ai quitté avant que ça fasse 3 ans, ce poste. Ça a fait 3 mois. Ça faisait 3 mois et je me suis dit, il faut que je me sorte de là tout de suite, maintenant, parce que comme c'est moi qui décide de ma vie maintenant, il n'y a personne qui m'oblige de rester ici. Donc, je m'en suis sortie. Et puis, j'ai découvert qu'en fait, cette anxiété, cette angoisse, elle revenait quand il fallait que je cherche un emploi, quand il fallait que je regarde des offres d'emploi, des sites d'annonces, etc. Et c'était très lourd, c'était très pesant. Et puis, finalement, le 16 février 2018 est arrivé. Cette date, elle est marquée en moi. Ça a été une journée absolument horrible. J'ai décidé qu'en fait, je voulais plus fonctionner de la même manière. J'ai décidé que j'en avais ras-le-bol, que j'étais fâchée après moi, que je voulais juste plus que ça se passe de même, que je voulais juste plus répéter les mêmes patterns, etc.
Et je me suis dit, dans quoi j'ai été heureuse avant? Qu'est-ce que j'ai aimé depuis le jour 1 où j'étais stagiaire à 15 ans jusqu'à très récemment à 30 ans et quelques? Qu'est-ce que j'ai aimé faire? Est-ce que j'ai aimé prendre l'ascenseur pour monter au 11e étage, badger, être avec des gens en costume, travailler dans le centre-ville? Vraiment, j'ai mis tout à plat et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était là, depuis le début, sous mes yeux. Et c'était même pendant un temps sur la rue Ontario, en bas de chez moi. Il y a ma photo sur une affiche de la société des commerçants d'Hochelaga. Et on m'avait demandé de donner une petite phrase comme ça pour une campagne d'affichage. Et j'avais écrit « Je rêve d'être entourée de boutiques et d'ateliers de créateurs ». Et ça, c'était début 2015, je crois. Et je me suis dit, mais c'est fou quand même, depuis le début, je grandis dans ma famille de commerçants, de ci, de ça, tout le monde voit ça en moi, je fais des études là-dedans, j'adore tout ce milieu de créateurs, le côté artistique, etc. Je ne veux pas reproduire un truc 1000 fois, 10 000 fois, etc. Et j'ai adoré, en fait, être dans ce milieu de contact, de service à la clientèle et tout. Et puis, je suis même, moi, capable de dire que dans mon quartier, je veux ce genre d'endroit. Alors, je me suis dit, OK, tant pis, je vais travailler les week-ends, j'aurai plus trop de vacances, et puis je vais devoir avoir un travail où je suis obligée d'être physiquement ici. Mais c'est pas grave, en fait, c'est la chose que je n'ai jamais testée, mais pour laquelle tout le monde avait un avis sur la chose, sauf moi. Et j'ai décidé de me lancer, et j'ai décidé que ça allait être ça et pas autre chose. Et puis aujourd'hui, ça fait 3 ans, et puis on m'invite à parler de ça au Creative Mornings pour parler de mon parcours. Et en fait, j'ai jamais été autant à ma place, j'ai jamais été autant dans mon élément. Et j'avais ça sous les yeux depuis le début. Et finalement, d'accepter en fait ce qui fait partie de moi depuis le jour 1, à peu près. Mais mon background familial, le background professionnel de ma famille, mon background d'études, ma maladie, c'est la force que je pouvais puiser de ça. Et en fait, c'est ça qui a dessiné en fait toutes mes futures années. Alors, j'ai découvert le pouvoir de l'intuition. C'est quelque chose qui m'est arrivé avec mon choix de carrière. Et ça, c'est un pouvoir vraiment que j'utilise et que je prends plaisir à écouter. Puis, je vous encourage vraiment à faire attention à ça. J'ai réalisé que j'étais capable de décider ce que j'avais envie de faire, malgré que ça m'a pris 30 ans avant de me rendre là. Et puis, j'ai surtout compris qu'en fait, je pouvais construire ma vie malgré ma maladie, malgré les défis que j'avais pu avoir. Et aujourd'hui, je suis dans un contexte de travail en fait, que je peux bâtir autour de tout ça. Et puis, je m'épanouis, je suis bien, ma santé va bien et j'ai même plus de traitement, si vous êtes curieux par rapport à ça, depuis presque 3 mois. Alors, tout ça pour vous dire que voilà, des fois, c'est vraiment sous notre nez. Puis même si on refuse de s'identifier à certaines choses qui sont trop évidentes, parfois, la réponse, elle est juste ici. Et puis, c'est ça qui nous nourrit le plus. Merci beaucoup.